C'est à Merci. vous. Ouais, je vais me présenter d'abord, puis après je laisserai la parole à Jean-Jacques comme il va présenter l'association. Moi Geoffrey, je suis animateur au Pluvial national pour l'association Adopta et je m'occupe un peu de tout ce qui est partie formation et communication pour l'association. Je te laisse la main, Jean-Jacques. Merci et bonjour à toutes et tous. Et très heureux de participer à ce webinaire porté par pour une hydrologie régénérative. Quelques mots effectivement pour présenter l'Adopta. Et si tu peux passer la diapositive suivante, voilà, merci. L'Adopta est une association comme pour une hydrologie régénérative. Alors, plus ancienne, puisque nous allons fêter nos 30 ans l'année prochaine, voilà, donc création en 1997, au millénaire précédent, voilà, pourrais-je dire. Et si cette association a été créée, c'était pour accompagner le changement de politique de la région de Douai, dans le département du Nord, tout en haut de la carte de France, quelques années auparavant, 1992 pour être précis, décide de changer de politique de gestion des eaux pluviales suite à des problèmes de saturation de réseaux, de systèmes d'assainissement et d'inondation. Et il se trouve, et c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui une chance, à l'époque une malchance, 5 inondations sur 5 années consécutives sur le même quartier, avec 5 orages classés plus que décennaux. Voilà. Et malgré quelques investissements, le cinquième est arrivé. Et donc les élus constatent une chose et disent, voilà, on n'est plus capable de gérer les eaux pluviales par le biais des tuyaux, et donc il faut les gérer autrement. Et c'est donc une gestion à la source. Et, euh, et, et- et- c'est une gestion, finalement, c'est la partie, j'allais dire, urbaine pour une hydrologie régénérative, c'est retrouver en ville un cycle naturel de l'eau, ce qui est loin d'être simple. Voilà. Et donc, pour accompagner ce changement de politique, les élus décident de se doter d'un outil de médiation qui est l'ADOPTA, donc qui à l'origine voulait dire Association douaisienne pour la promotion de ce qu'on appelait à l'époque les techniques alternatives pour l'alternative au tuyau. Aujourd'hui, très clairement, c'est le tuyau qui est l'alternative. Et de fil en aiguille, bien, cette association a élargi son champ d'activité pour être aujourd'hui une association de type national avec 4 implantations, Douai, Compiègne, Metz et Laval. Comme Geoffrey l'a évoqué, donc une couverture nationale pour 3 types d'actions, de la sensibilisation et de l'animation. Et ça, c'est financé par des financements publics, notamment. Et puis une deuxième partie qui va être plus technique, qui va être de l'accompagnement en termes de formation, formation initiale et formation, surtout formation continue, et un deuxième volet qui est de l'accompagnement technique, mais sans être maître d'œuvre. L'objectif étant de faire monter tout le monde en compétences. Voilà, donc pour rapidement présenter, et donc c'est une structure d'une dizaine de personnes avec aussi des bénévoles, dont moi. Euh, voilà, moi j'ai cumulé par le passé la double fonction d'être directeur technique dans la collectivité, donc la communauté d'agglomération du Douaisis, et président de l'ADOPTA, qui m'a permis effectivement de faire en sorte que les choses se déploient très fortement sur tout le territoire du Douaisis, qui sert aujourd'hui de référence notamment. Voilà. Donc, pour convaincre, pour changer ces pratiques, donc convaincre et changer, c'est compliqué, et changer ses habitudes, c'est rentrer dans l'inconnu, et rentrer dans l'inconnu, c'est prendre peur. Et donc, tenir la main est essentiel pour autoriser le changement et le pas en avant. Et pour mener à bien tout cela, eh bien, un certain nombre d'outils qui se sont développés au fur et à mesure du temps, avec la création notamment du Forum national sur la gestion durable des eaux pluviales qui se tient tous les 2 ans. La prochaine édition sera pour mars 2027 à Lens. Forum qui regroupe sur 2 jours autour d'1 millier de personnes. Les showrooms, dont notamment celui de Douai, qui sur 1000 mètres carrés rassemble toute la gamme de solutions qui permettent de changer cette politique de gestion des eaux pluviales,
des vidéos, des publications, les formations, j'en ai parlé, et puis des accompagnements de projets, comme je l'ai évoqué également. Voilà, donc nos activités, nos fonctions, notre organisation, avec un partenariat bien évidemment avec les 6 agences de l'eau de l'Hexagone, le ministère de la Transition écologique. On est aussi soutenu par la Banque des Territoires et par le FEDER. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions sur notre organisation et notre structure. Merci. Je reprends la main. Donc, Jean-Jacques, merci. Et je rappelle, bah, voilà, sur notre site internet, on a tout un tas de publications sur notre chaîne YouTube aussi, beaucoup de vidéos. Voilà, pour rappeler en fait peut-être certains éléments pour cadrer, vous savez que l'eau circule en continu dans notre environnement, c'est le grand cycle de l'eau hein, depuis des millions d'années, et la quantité d'eau dans ce cycle, bah, c'est toujours la même. Et dans ce cycle, on sait que bah, seulement 1% de l'eau douce est accessible à nos activités humaines. Et justement, en fait, l'eau au travers des activités humaines, donc c'est le petit cycle de l'eau. Et là, on accélère tout. On utilise de plus en plus d'eau au même moment, plus d'eau douce pour l'agriculture, plus d'eau douce pour l'industrie, plus d'eau douce pour nos usages. Et résultat, on met une pression énorme sur une ressource fixe aujourd'hui et on a trois gros problèmes. Problème de quantité d'eau, problème de qualité d'eau et problème d'accès et de disponibilité à l'eau. Et donc, avec le changement climatique, on sait que l'eau sera moins bien répartie dans le temps et dans l'espace, et tout ça va très vite. Et le paradoxe, en fait, c'est qu'en milieu urbain, on fait tout pour évacuer l'eau de pluie comme un déchet, et on verra que ça cause des dégâts. Et donc, le problème aujourd'hui, en fait, c'est pas encore un manque d'eau, c'est pas non plus uniquement un problème de gestion, dans le sens où on répartit mal l'eau entre nos activités. C'est qu'on n'a pas encore saisi, en fait, que la meilleure infrastructure de l'eau, bah, c'est pas celle, en fait, des réseaux de tuyaux, c'est plutôt des sols vivants et la végétalisation. Et en urbanisme, en fait, on considère encore que les sols, en fait, c'est juste un support pour construire dessus. Or, c'est bien plus, et c'est ce qu'on va voir en fait après. Voilà, l'une des grandes causes hein, de toutes ces problématiques, c'est l'accélération du cycle de l'eau par nos aménagements et pratiques, par la disparition des zones humides, par les pratiques sylvicoles, par l'agriculture intensive, par tout ce qui est artificialisation et la gestion des eaux pluviales en ville. Et par exemple, une goutte d'eau aujourd'hui qui tombe à Paris sur un sol imperméable, elle va mettre 2 jours pour atteindre la mer. Alors que dans un sol naturel, bah, sur un sol perméable, elle mettrait plusieurs décennies, voire des centaines d'années, ce qui permet au passage, donc on le sait, la constitution de réserves dans nos nappes. Et donc parmi les solutions, pour faire un petit rappel donc avec l'hydrologie régénérative, il y a les principes hein, de ralentir, infiltrer, stocker et évapotranspirer l'eau. Et c'est dans cette approche scientifique que s'ancre aussi la gestion intégrée des eaux pluviales. On va viser à ralentir l'eau en se rapprochant le plus proche possible du grand cycle naturel de l'eau. Donc, dans les paysages les plus ruraux, bah, ça se traduit un peu par cette infographie. On va maximiser la circulation verticale de l'eau afin de permettre à l'eau de s'infiltrer au lieu de chercher à évacuer l'eau le plus vite possible vers les cours d'eau. Et puis en milieu urbain, qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre vers ce qu'on appelle le modèle de la ville éponge. Donc une ville éponge va intégrer l'eau dans son aménagement pour la ralentir, infiltrer, stocker et évapotranspirer également au travers des sols, au travers des parcs, au travers des rues. Donc pour réduire les inondations, recharger les nappes, soutenir la biodiversité, au lieu également de chercher à évacuer l'eau le plus vite possible vers les réseaux d'assainissement. Et c'est dans ce concept que s'inscrit la gestion intégrée des eaux pluviales. Et pour l'anecdote, en fait, l'architecte chinois qui est à l'origine de ça, en fait, c'est Kanjinya Liu. Alors, j'en parle parce que je pense qu'il aura une influence importante dans l'urbanisme qui va venir. Et ce monsieur, bon, malheureusement, il est décédé en fait il n'y a pas très longtemps. Il est décédé au mois de septembre, donc à cause d'un crash d'avion. Voilà. Alors, si on dézoome un peu pour voir un bassin versant dans sa globalité, en hydrologie régénérative, on va par exemple travailler sur les méandres d'une rivière, sur la notion de limageur, de limineur, sur le ralentissement des écoulements. Et la goutte d'eau, quand elle va arriver en fait en milieu urbain, eh bien là, on va plutôt travailler avec des noues, avec des enrobés perméables, par exemple. Et donc là, on voit bien que la coordination rurale-urbain, amont-aval, elle est extrêmement importante, puisque sur un bassin versant, bah, l'eau, elle n'a pas de frontières. C'est pour ça qu'en fait, que l'hydrologie régénérative et la gestion intégrée des eaux pluviales, quelque part, c'est les deux faces en fait d'une même pièce.
Alors j'aime bien rappeler moi quelques exemples mondiaux. Donc vous avez, parce que c'est une démarche qui se développe un peu partout dans le monde. Vous avez par exemple Puyallup, donc dans l'État de Washington, à côté de Seattle. Donc c'est un des États où il pleut le plus aux États-Unis. Ils avaient beaucoup de problématiques d'inondation et ils ont lancé en 2009 un programme de 12 000 jardins de pluie avec la population et donc ils ont réussi comme ça à atténuer leurs problématiques d'inondation. Ensuite, vous avez Malmö en Suède. Alors, je l'ai mis parce que c'est assez bien documenté sur Internet, où pareil, problématique d'inondation, grâce à la végétalisation, ils ont su donc, tout en impliquant la population, à réduire donc leurs problématiques d'inondation. Et puis le champion de tout ça, bah, c'est la Chine. Donc la Chine, quand même, a pour objectif d'ici 2030 d'infiltrer 85% de leur pluie en milieu urbain. Ils ont 288 gros projets en cours de solutions vertes dans leur mégapole. Et donc voilà, ça permet donc de voir qu'on peut quand même infiltrer l'eau et gérer les eaux pluviales autrement en milieu urbain, donc extrêmement dense. Alors, pour bien comprendre où on va, donc il faut comprendre d'où on vient. Et donc, parce que tout ce qu'on a fait jusque maintenant, on l'a pas mal fait. On l'a fait pour ne plus mourir des maladies liées à l'eau. Si on remonte en fait au Moyen Âge, à cette époque, il n'y avait pas de réseau d'assainissement structuré comme aujourd'hui. Les eaux usées, on les jetait dans la rue. Ça se mélangeait avec les eaux pluviales. Ça crée donc des tas de problèmes liés à la salubrité, donc conséquences sanitaires avec la prolifération de maladies infectieuses comme la peste et la coqueluche. Ce système, il a perduré donc pendant plusieurs siècles jusqu'en 1832. Il y a une très très grosse épidémie de choléra, donc 1832 et 1849, deux grosses épidémies de choléra qui ont frappé toute l'Europe. Et les villes, en fait, essentiellement, les grosses villes, et à Paris, c'est quand même 20 000 morts. Donc ça choque la population. Et ces épidémies, elles étaient liées directement au manque d'hygiène avec les eaux usées et les déchets domestiques qui contaminaient les sources d'eau potable et les puits d'eau potable donc dans les villes. Alors à cette époque-là, il y avait la théorie des miasmes. On pensait que les maladies, elles étaient causées par le mauvais air, le brouillard et des petites particules comme ça dans l'air à cause des rues des villes qui étaient très étroites et pas forcément par l'eau de pluie polluée qui contaminait les nappes. Et donc, on va essayer d'élargir les rues et là, ça va être Napoléon III qui va charger en 1853 donc Eugène Haussmann voilà de réorganiser donc le préfet Haussmann de réorganiser donc les rues de Paris et Haussmann modernise la ville du coup avec des grands boulevards aérés les célèbres boulevards Haussmann et ces nouveaux aménagements du coup vont faciliter le drainage des eaux pluviales et donc sous l'impulsion toujours de Haussmann Eugène Belgrand donc lui va entreprendre à partir de 1854 la transformation des égouts de Paris. Et donc, Belgrand conçoit ces réseaux d'assainissement tels qu'on les connaît toujours aujourd'hui, parce que leur logique, c'était quoi? Eau sale égale putréfaction, égale mauvaise odeur, égale miasme, égale maladie. Mais en même temps, il y a les travaux de Pasteur. Et on comprend aussi que les épidémies et la contamination des eaux usées, c'est dû, c'est dû à cette contamination en fait, des eaux par les bactéries. Et donc, on va introduire le système du tout à l'égout, et le système du tout à l'égout donc, va remplacer petit à petit donc, la méthode du tout à la rue. Et ça, cette nouvelle approche en tuant terrain, donc, elle visait donc à protéger les habitants des maladies, forcément liées à la pollution des puits, et donc du coup, la ville, elle devient largement imperméabilisée pour éviter justement l'infiltration de ces eaux contaminées dans les nappes. Et donc du coup, les grands principes, voilà, vous les avez sous les yeux avec cette gravure, les grands principes de ces aménagements, on va considérer l'eau comme un déchet, on va tout imperméabiliser en fait les surfaces, on va tout canaliser l'eau, en fait on va canaliser l'eau par des réseaux enterrés et donc c'est formidable, voilà, très vite on ne meurt plus des maladies liées à l'eau et Paris et d'autres villes comme ça deviennent un exemple en fait dans le monde et c'est le modèle qui se développe. Alors pourquoi c'est fondamental véritablement de comprendre ça? Parce qu'on a appris pendant plus d'un siècle que l'eau de pluie en ville, c'était un problème, donc on l'a fait disparaître le plus vite possible sous terre, et donc il faut se souvenir pourquoi on a fait ça. À l'époque, là, les rues étaient sales, insalubres, dangereuses pour la santé, et donc évacuer l'eau, c'était tout simplement protéger les habitants.
Et donc, c'est une logique, en fait, sanitaire. Donc, c'était une logique qui était justifiée par ce contexte sanitaire. Sauf qu'aujourd'hui, le contexte, il a changé. Les rues, c'est plus des égouts à ciel ouvert. Et pourtant, on continue d'appliquer ce réflexe hérité du 19e siècle sans se poser la question. Et donc, c'est vraiment une vraie bascule culturelle aujourd'hui qu'il faut engager. C'est pour ça que c'est pas simple, parce qu'on pense encore qu'urbaniser, c'est forcément en imperméabilisant. Alors que c'est pas forcément vrai. On peut urbaniser aujourd'hui sans empêcher l'eau d'entrer dans le sol. Donc, c'est pas un retour en arrière, c'est véritablement une évolution dans notre manière de concevoir la ville. Alors, une petite frise pour bien situer les éléments dans le temps. 1854, transformation des égouts de Paris, comme on l'a vu. On artificialise aussi beaucoup les sols. Les eaux usées donc sont rejetées à l'extérieur des villes par un réseau unitaire, du coup. Et donc, on se rend compte assez vite, il n'y a plus de pollution à l'intérieur des villes, mais on la retrouve à l'extérieur. L'extérieur des villes deviennent des cloaques. Loi sur l'hygiène publique, 1902, donc avec la création de l'AGHTM, qui est l'ASTE en fait aujourd'hui. L'ASTE a été créée en 2005 c'est la suite de l'AGHTM. Pour l'anecdote, Jean-Jacques Herrin est président de l'ASTE au niveau du Nord. Donc forte politique hygiéniste au début des années 1900. Et comme on se rend compte qu'il y a une pollution en fait à l'extérieur des villes, on commence à se poser la question du traitement des eaux. Et donc c'est Ardenne et Lockett en 1914 qui vont créer l'ancêtre de la station d'épuration, donc deux Anglais. Voilà, mais au début on ne sait pas encore trop comment la dimensionner. Et donc il faudra attendre 1944 pour voir fleurir la première station d'épuration donc en France, donc à Achères, en Seine-et-Oise. Donc après, en l'espace de 80 ans, la France, elle va se doter d'un réseau d'assainissement complet et ultra performant. Euh, voilà, c'est en réseau unitaire et dès qu'il pleut trop, pour éviter de noyer les stations d'épuration, donc on va rejeter une partie de l'eau. Je le ferai voir juste après. Donc voilà, dans nos milieux naturels. Pour éviter ces problématiques, on va améliorer le réseau en créant ce qu'on appelle les réseaux séparatifs, donc avec un tuyau pour les eaux pluviales et un tuyau donc pour les eaux usées. Mais encore une fois, les problématiques, on va le voir, c'est que le réseau de pluvial est rejeté directement également dans nos milieux naturels. Et quand il pleut beaucoup, ça va créer des chocs donc, de pollution. Donc tout ça pour dire qu'on a enchaîné à travers les années donc un même concept, l'évacuation par un réseau centralisé des eaux pluviales. Donc voilà, on a toujours autant de problématiques aujourd'hui. Petit schéma pour récapituler comment ça fonctionne. Vous avez le réseau unitaire, donc souvent en fait à l'intérieur des villes, c'est le réseau le plus ancien avec voilà, les eaux usées et les eaux pluviales concentrées dans un même tuyau. Et pour éviter que les stations d'épuration soient noyées quand il pleut beaucoup, eh bien, on envoie, grâce à un système de déversoir d'orage, un système de débordoir, une partie des eaux usées donc vers le milieu naturel. Et puis quand on est en réseau séparatif, là on a bien en fait un réseau de usées qui vient vers la station d'épuration, mais les eaux pluviales, elles sont évacuées par un autre tuyau et ensuite, on a un exutoire. Et cet exutoire, la problématique, ces exutoires, c'est qu'ils rejettent donc ces eaux qui ont ruisselé et qui ont pris de la pollution au passage. Et voilà, on le voit les deux, ça se rejette donc dans les milieux naturels et tout ça, c'est à l'origine de chocs de pollution. Et parallèlement à ça, en fait, vous avez une réglementation en vigueur aujourd'hui qui impose que les déversoirs d'orage ne fonctionnent pas plus de 20 fois par an. C'est la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, donc la DRU, ou qu'il rejette moins de 5% du volume total d'eau généré par notre système d'assainissement. Donc voilà, et il faut savoir en plus que cette norme, elle va être resserrée, elle est déjà resserrée par la DRU2. Elle va abaisser donc le seuil de 5% à 2%. Donc autrement dit, on ne pourra bientôt plus rien déverser et c'est tant mieux. Parce que en fait, il y a impératif d'atteindre le bon état écologique des masses d'eau. Donc, en France, il faut savoir que ce bon état écologique des masses d'eau, c'est seulement 50% de nos cours d'eau qui respectent en fait cette exigence. Et donc les indicateurs sont pas bons et tout ça, ça met en péril nos infrastructures et bien sûr la qualité de notre eau potable, l'état de la ressource, elle ne dépend que de la pluie. Sinon, la seule alternative, c'est quoi? C'est le dessalement de l'eau de mer et ça engendre plein d'autres problématiques. Donc, pour l'instant, la gestion de l'eau en France, c'est pas une réussite, c'est tout un échec. Donc, il va falloir faire autrement, parce que la bonne gestion des eaux de pluie, la concentration de la pollution en fait dans l'eau potable et la santé, on le sait, c'est complètement lié. Donc, c'est pour ça qu'il est impératif donc de repenser notre approche
et de comprendre comment fonctionne aussi un sol, donc même en milieu urbain, pour pouvoir infiltrer donc les eaux pluviales. L'artificialisation, elle était omniprésente hein, sur notre territoire. Et ce qui est rigolo, c'est quand on compare les anciennes cartes, cartes postales de l'époque ou cartes classiques, on se rend compte que les endroits où il y a des inondations aujourd'hui, bah, c'est des endroits où il y avait des anciennes mares, des endroits où il y avait des anciennes zones humides qui ont disparu aujourd'hui. Et donc là, ça souligne la fonction cruciale en fait des mares et des zones humides. Elles faisaient tampon, donc elles permettaient aussi le stockage des eaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de gros enjeux sur la restauration des zones humides, donc avec ce rôle qu'elles avaient, et malheureusement, beaucoup ont disparu. Les effets de l'artificialisation, voilà, ces effets n'ont pas été maîtrisés. Entre 1982 et 2011, la population a augmenté de 23%, alors que l'artificialisation, elle, a progressé de 42%. Alors, il ne s'agit pas de blâmer nos anciens. On a construit des écoles, des parkings, des zones commerciales, des zones résidentielles. Ça a tout simplement suivi l'évolution de nos modes de vie. Mais on l'a fait sans doute sans comprendre l'impact qu'avait donc cette gestion de l'eau sur nos infrastructures. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut repenser cette évolution en fait de ces territoires, d'autant plus que il faut prendre en considération que la majorité des villes se sont développées le long des cours d'eau et avec le temps, elles s'étendent en remontant les bassins versants et forcément, on a agrandi les villes sans redimensionner au fur et à mesure les tuyaux et les réseaux d'évacuation pour répondre aux nouvelles surfaces imperméabilisées, d'où les débordements croissants qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on atteint les limites de notre système, c'est pour ça qu'on a créé l'objectif ZAN, hein, zéro artificialisation nette, donc, dont on entend beaucoup parler, qui par moment, donc, malheureusement, est remis en question. Parce que la nature, en fait, vraiment, elle dispose de tout son temps pour faire des catastrophes. En fait, une inondation, si elle n'arrive pas dans les 5 ans, ça sera dans les 10 ans ou dans les 20 ans, tandis que les élus, eux, bah, voilà, ils disposent que d'un mandat hein, pour leur politique d'aménagement, donc que le temps d'un mandat. C'est pour ça qu'il faut vraiment repenser notre façon d'aménager sur le long terme. Donc, parce qu'on commence à payer, voilà, je le rappelle, un peu partout les conséquences de cette artificialisation nette non durable. Hein. Donc voilà, Lille en 2008, hein, je l'ai connu, c'était voilà, un peu choquant. Robincourt, en fait, en 2021, Longpré en 2023, là ici Arques, en fait, en 2024, Liège en 2021, je rappelle 39 morts, Valence en Espagne, donc 200 morts. Hein, donc premier problème, voilà, on voit bien que l'imperméabilisation aujourd'hui des villes, l'artificialisation, impacte le cycle naturel de l'eau, puis ça crée des inondations à cause du ruissellement généré. Et en plus, il y a un autre problème qui vient se greffer là-dessus aujourd'hui et qui va tout compliquer, c'est le changement climatique. Et le changement climatique va venir amplifier donc l'impact donc de tous ces dysfonctionnements. C'est pour ça qu'il voilà, il faut vraiment repenser encore une fois donc notre approche. Mais pour ça, il faut bien comprendre comment fonctionne un sol. Là, vous avez sur cette infographie 4 situations qui expliquent comment l'artificialisation impacte le cycle naturel de l'eau en modifiant sa répartition entre l'évapotranspiration, le ruissellement et l'infiltration. Alors, je vais prendre ce qui se passe à gauche et à droite. Donc voilà, à gauche, vous avez donc ce qui se passe en zone naturelle. Donc quand il pleut, en fait, vous avez 50% des pluies qui partent dans le sol, qui sont infiltrées dans le sol. 25% va alimenter les nappes phréatiques. 25% va favoriser la vie biologique, en fait, va rester dans le sol en fait en surface et va favoriser la vie biologique. 40% est évapotranspiré et 10% uniquement par en ruissellement. Quand on bascule sur ce qui se passe en ville, eh bien, vous avez que 5% qui arrivent dans nos nappes phréatiques, ce qui compromet hein, la recharge des nappes phréatiques forcément. 10% restent donc dans la couche superficielle du sol, 30% est évaporé, et le reste, il faut bien que ça parte quelque part. Ça part en infiltration, ça part en ruissellement, du coup, donc 55% part en ruissellement. Et puis, les premiers points de saturation, quand il pleut beaucoup, c'est l'avaloir des bouches d'égout, qui par leur conception ne peuvent pas gérer une quantité maximale d'eau, hein, c'est des ouvrages hydrauliques, et bim, c'est les débordements et c'est l'inondation.
Donc il faut infiltrer, mais pour ça il faut se rapprocher donc de ce qui se passe en zone naturelle. Donc en ville il va falloir se rapprocher de ce qui se passe en zone naturelle, et donc il faut avoir ce qu'on appelle un sol riche, sinon ça marche pas. Donc un sol végétalisé en fait, on va dire qu'il est riche quand il a trois couches de végétation, une couche arborée, une couche arbustive et une couche herbacée. Et à ce moment-là, il aura un système racinaire complexe, et les solutions fondées sur la nature qu'on va utiliser en fait en gestion intégrée des eaux pluviales vont se baser là-dessus, sur ce système en fait racinaire complexe. C'est pour ça que les agences de l'eau encouragent donc les solutions en fait fondées sur la nature, parce que ça va permettre de mieux gérer et donc et d'infiltrer l'eau. Le sol, il faut vraiment le considérer comme un allié, donc il faut avoir un sol vivant. Si on a tout ce que, enfin, alors je vais passer vite hein, sur les fonctions écologiques du sol, mais si on a tous ces éléments donc au niveau de nos sols urbains, après on va avoir aussi, donc si on a ce système racinaire complexe, on va avoir aussi des sacrophages, des détritivores et des vers de terre aussi également qui vont permettre d'améliorer cette perméabilité du sol, donc pour pouvoir voilà infiltrer. Donc c'est hyper stratégique. On y reviendra plus tard avec les solutions. Le réchauffement climatique, on le sait, voilà, à propos du continent européen, c'est l'une des régions qui se réchauffe le plus vite dans le monde. Et donc, même si on arrive à rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique au niveau mondial, hein, ce sont les accords de Paris, déjà on est mal parti, mais même si on arrive à respecter, à rester en dessous de ces 2 degrés au niveau mondial, pardon, en France, on sera quand même en 2100 vers 2100 à plus 4 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, à cause de l'inertie climatique et à cause du fait que les continents se réchauffent plus vite. Et donc, du coup, il va falloir impérativement donc s'adapter. Parce que la répartition des pluies, elle va être différente dans le temps et dans l'espace avec le réchauffement climatique. Dans le nord, par exemple, on va avoir une quantité de pluie qui va augmenter, alors qu'au sud, il y aura de plus en plus de sécheresse, mais avec quand même des phénomènes donc de pluie diluvienne, puisque à chaque degré de réchauffement climatique, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus, ce qui va amplifier les précipitations lors des épisodes pluvieux, et donc les averses, elles vont forcément être plus intenses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos infrastructures en fait actuelles, elles sont conçues pour ce qu'on appelle des pluies décennales, donc des pluies de période de retour normalement d'une dizaine d'années, et elles sont plus adaptées forcément. Dans les années 80, une pluie décennale, ça représentait 32 millimètres en une heure. En 2018, à Douai, par exemple, on a enregistré une pluie de 44 millimètres en seulement 20 minutes. À Laval, en juin 2024, donc Laval, pas loin de chez nous en fait, c'est en Mayenne, donc elle a subi une pluie de 200 millimètres en 2 heures. Donc on est vraiment dans autre chose maintenant, et les relevés pluviométriques hein, des années passées, ils ne veulent plus rien dire par rapport à ce qui nous attend donc dans les prochaines années. Autre phénomène et enjeu majeur d'adaptation, le phénomène des îlots de chaleur urbains. Plus une ville est dense, plus la chaleur en son centre est élevée. Les écarts de température peuvent atteindre 4 degrés de différence la nuit entre un centre-ville et sa périphérie. Même dans les grosses villes, ça peut monter jusqu'à 10 degrés donc, de différence à cause donc, de ce qu'on appelle l'effet d'albédo, hein, béton, bitume, qui sont des matériaux sombres qui vont réfléchir la chaleur pendant la nuit. Et donc, l'eau et la végétation, il se trouve que c'est un super moyen de rafraîchir nos rues, déjà par l'arbre, déjà par l'ombre, voilà, un arbre fait de l'ombre, mais aussi beaucoup par l'évapotranspiration. Puisque quand l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, dans un végétal, elle va capter de la chaleur, hein, c'est de la thermodynamique, donc elle va rafraîchir en fait tout autour de la végétation. Et donc, un arbre en ville, voilà, c'est entre moins 6 degrés et 10 degrés de fraîcheur, donc c'est l'équivalent de 20 climatiseurs. Et donc, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'un arbre en bonne santé, avec de l'eau, aura un impact très important sur la santé donc urbaine lors des futures canicules. Je rappelle, hein, canicule de 2003, quand même 15 000 morts, voilà. Et donc, c'est pareil que le Covid, en fait, sur le même laps de temps. Et puis maintenant, en fait, à chaque été, voilà, on a 2 000, 3 000 morts, donc à cause des canicules qui deviennent de plus en plus, enfin, qui sont là de plus en plus souvent. Donc, il va falloir s'adapter. Sécheresse, inondation, c'est les deux faces d'une même pièce.
Et donc, le changement climatique aggrave les périodes de sécheresse aussi également, avec un assèchement des sols, surtout dans les zones agricoles. Et donc, ça amène des sols desséchés, hein, qui vont favoriser le ruissellement intense lors des pluies. Ça va augmenter le risque des coulées de boue aussi également. Ça va réduire la recharge des nappes phréatiques. Ça va affecter donc les réserves d'eau potable et l'irrigation agricole. Mais aussi, il y a un autre phénomène, il y a le retrait gonflement des argiles. Donc, ça, c'est directement lié au manque d'eau dans les sols. Il y a de plus en plus de mésos qui sont concernés aujourd'hui. Il y a 10 millions d'habitations, hein, on le voit sur la carte. Et donc, nous, à côté de ça, on fait tout pour évacuer l'eau par nos réseaux et pour plus la mettre dans les sols. Donc, voilà, on est proche de ce qu'on appelle la maladaptation. Sur les enjeux financiers, bah, tout ça, ça coûte cher. Faire des tuyaux, en fait, ça coûte cher. Donc, quand on regarde l'investissement, voilà, imperméabiliser un mètre carré avec un regard de visite, une grille, un raccordement, ça revient grosso modo à 50 euros, 60 euros par mètre carré. Alors que quand on fait de la gestion intégrée des eaux pluviales, bah déjà, on n'a pas ce coût-là parce qu'on ne fait pas de tuyaux. Donc, ces dépenses-là, en fait, on les a pas. On n'a pas de gros bassins enterrés en béton à 1000 euros, à 1500 euros le mètre cube, etc. Et en plus, plus le diamètre des tuyaux est grand, plus les coûts augmentent. Et en plus, ces réseaux, bah, faut les maintenir. Donc, il y a de la maintenance, voilà, qui représente aujourd'hui un gouffre financier. On a fait une étude, hein, sur une communauté donc de 200 000 habitants qui était équipée à 90% d'un réseau séparatif. Leur patrimoine fluvial, il est estimé à 500 millions d'euros, soit un demi-milliard. Et donc, c'est des ouvrages qui ont une durée de vie de 100 ans. Et bah, voilà, ça représente, si on voulait les renouveler correctement, ça représente un budget annuel de 5 millions d'euros. Donc, pour garantir un fonctionnement de ces infrastructures. C'est un budget colossal aujourd'hui et on sait que les collectivités, elles ne pourront pas le financer. Donc, si on continue dans cette logique-là, voilà, on va dans le mur. Donc c'est pour ça qu'il faut changer. À côté de ça, bon, voilà, je pense que vous savez qu'il y a le dispositif catastrophe naturelle, tout ce qui est inondation, etc., qui l'impacte. Il y a eu ce dispositif catastrophe naturelle, il est financé par une taxe sur nos habitations et enfin, sur les assurances habitation et sur les assurances automobiles. Et là, on a encore eu 75% en fait, hein, d'augmentation en janvier 2005, de janvier 2025, pardon. Donc tout ça commence à devenir très très cher. Voilà. Alors donc il va falloir changer parce que jusqu'à maintenant, bah, chaque problématique qu'on avait, on a toujours eu la même réponse technique. Donc le réseau en fait par tuyau. Et donc, face aux défaillances, aux insuffisances croissantes de nos réseaux, bah, on garde quand même cette logique. Et on fait des ouvrages de plus en plus grands pour suivre l'urbanisation, pour réduire les probabilités de défaillance. Et puis là, on voit que ça marche plus trop. Et donc, alors il y a trois éléments vraiment, voilà, qu'il faut retenir, qui contrecarrent cette logique. Il y a un élément de nature financière, l'augmentation en fait très importante des coûts de construction, des coûts de maintenance. Il y a un élément de nature technique. Forcément, une ville, elle va s'agrandir, donc il faut que le réseau couvre de plus grandes zones. Donc il faut une pente gravitaire, hein, pour évacuer les eaux et donc faut construire de plus en plus profond, donc c'est de plus en plus compliqué. Et puis un élément de nature environnementale extrêmement important, bah, l'augmentation des volumes d'eau pluviale, collectée et rejetée, sans traitement, bah, boum, ça fait des chocs de pollution, et puis au bout d'un moment, ça va devenir ingérable. Donc il va falloir forcément changer la réponse technique, la problématique change, il faut changer la réponse. Il faut faire en sorte de mettre plus d'eau dans les tuyaux. Et de plus en plus sur des territoires maintenant, on voit que sur une même année, sur un même territoire, à un moment de l'année, on a trop d'eau, il y a des inondations, on va chercher à l'évacuer, on va payer pour ça. Et puis à un autre moment de l'année, bah, boum, on a une sécheresse. Et puis là, il faut payer donc pour ramener de l'eau par camion-citerne, donc pour les habitants, pour l'irrigation. Et donc ça devient schizophrène. Et on est dans la maladaptation par rapport au changement climatique. Donc voilà, une autre raison. Et en plus, ça marche. Donc là, ici, sur Douai, on a des indicateurs aujourd'hui assez précis. Sur Douai, il y a une politique de rétention et d'infiltration des eaux qui a été mise en place en 1992. Donc aujourd'hui, Douai est pratiquement une ville éponge, hein. Il y a 25% du territoire qui est perméable, dont 40% des parcs d'activité et 33% des voiries, qui ne génèrent plus d'eau pluviale donc dans les canalisations qui sont infiltrées. Là, vous avez donc ici sur ce graphe une courbe bleue qui indique les niveaux de pluviométrie, tandis que l'autre courbe, la courbe rouge, elle indique donc les volumes déversés par les déversoirs d'orage. Et donc, on observe qu'il y a un découplage donc, entre les deux. Et aujourd'hui, les systèmes d'assainissement du centre-ville de Douai, bah, ils atteignent un taux de rejet inférieur à 5%. Donc, on est en dessous du seuil réglementaire autorisé. Et donc, ça fonctionne.
Voilà, bon, quelques repères financiers. En plus, ça coûte pas plus cher quand on aménage en fait en gestion intégrée des eaux pluviales. Bon, là, l'assainissement traditionnel, tout ce que ça coûte, les 55 euros au mètre carré avec tout ce qui est ouvrage d'engouffrement, etc. Bah forcément, ça on les a pu. Mais par exemple, si on prend la création d'un espace vert, aujourd'hui, la création d'un espace vert, ça coûte entre 15 et 20 euros le mètre carré. Si on fait une noue, un jardin de pluie en fait dans un espace vert, bah, c'est le même prix. Donc on n'augmente pas en fait les coûts. Il y a juste par moment des coûts en réhabilitation qui sont un peu plus élevés, mais là, il y a des aides donc apportées par les agences de l'eau, voilà, qui permettent de relativiser. Alors, la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est vraiment une question de philosophie de l'aménagement. Donc, donc chaque nouveau projet d'aménagement doit intégrer aujourd'hui cette question de philosophie, valoriser l'eau de pluie, donc faire des eaux pluviales une richesse et non plus un déchet comme on l'a fait, infiltrer au plus proche du point de chute et en cas d'infiltration partielle, donc retenir l'excédent et le rejeter en débit limité. Euh, Ça paraît simple en fait comme principe, mais ça nécessite vraiment un engagement de tous les acteurs, puisque bah, l'eau de pluie, forcément, ça tombe sur toutes les surfaces, ça va tomber chez les particuliers, chez les entreprises, dans les services publics, dans les infrastructures routières, etc. Donc il y a une nécessité de casser un peu toutes les pensées en silo, et la complexité, elle réside dans la nécessité de mobiliser et de coordonner en fait tous ces acteurs pour avoir une bonne gestion efficace donc en fait des eaux pluviales. Et donc, ça repose sur un cadre théorique pour rester le plus proche possible du grand cycle naturel de l'eau. En premier, ne pas concentrer les eaux pluviales. Un mètre cube d'eau, c'est une tonne. Et donc, ça complique, dès qu'on concentre, ça complique la gestion. On ne va pas faire ruisseler. Ça aussi, c'est fondamental. En fait, une goutte d'eau, quand on l'infiltre en fait à la parcelle, donc elle n'est pas polluée. 80% de la pollution d'une goutte d'eau, c'est lorsqu'elle va ruisseler en fait sur les sols. Et donc, une goutte d'eau qui va tomber sur un sol perméable tout de suite et qui est infiltré, même si elle a un peu d'hydrocarbures, ça sera dégradé naturellement par les sols. Et ensuite, on va aménager forcément de manière perméable. Donc, 30% des surfaces hein, de nos villes, ce sont des toitures. 70% donc de la ville est au sol. Donc, forcément, en dessous des toitures, 30% en dessous de ces toitures, on va pas rendre perméable nos toitures, hein, sinon la pluie nous tomberait sur la tête. Mais 70%, en fait, le reste, là, peut être végétalisé, peut être aménagé en matériaux perméables qui permettent l'infiltration. Et puis les toitures, même, on peut en faire des choses parce qu'on peut faire aussi, on peut gérer de l'eau en fait sur les toitures par la végétalisation. Et puis aussi, également, donner plusieurs fonctions à un même espace. Donc, on va plus investir dans des ouvrages dédiés uniquement à l'évacuation des eaux pluviales. Une voirie, par exemple, qui sert à la circulation des véhicules, elle peut très bien devenir une chaussée à structure réservoir pour infiltrer l'eau. Et puis un espace végétalisé qui servait à l'agrément des villes, bah, lui, va devenir aussi maintenant un ouvrage hydraulique. Ça va devenir une noue et ça va permettre donc voilà d'infiltrer les eaux. Je vais laisser la parole à Jean-Jacques, donc voilà, pour expliquer ce principe de la ville éponge. Du coup, Merci, merci Geoffrey. Donc, je vais partage. reprendre la main et donc permettre de dérouler le PowerPoint. Alors, si ça marche. En attendant que tu reprennes la main, Jean-Jacques, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y reviendra, comme je vous le disais au début, et pour ceux qui nous rejoignent, lors du temps de questions-réponses qui se déroulera aux alentours de 13h40, 13h35, 13h40. À toi, Jean-Jacques. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Mon partage Oui, c'est tout d'écran? bon. Ok, très bien, super alors. Ok, eh ben merci Geoffrey pour je dirais, cette mise en perspective. Et donc là, on va passer sur la partie plus, je dirais, technique et de voir quelles solutions. Alors, bien évidemment, on mettra l'accent sur les solutions dites fondées sur la nature, puisque c'est la partie, je dirais, la plus intéressante et qui apporte d'autres fonctions que celle de simplement, entre guillemets, simplement gérer les eaux pluviales. Mais bien évidemment, on ne peut pas végétaliser la totalité de la ville et donc il y aura d'autres solutions. Alors,
L'avantage de ces solutions fondées sur la nature, c'est que, comme on l'explique, c'est multifonctionnel. C'est d'abord un espace végétalisé, et je préfère largement utiliser le terme d'espace végétalisé plutôt que d'espace vert. Espace vert, ça fait penser plutôt à la pelouse, et la pelouse, ben, c'est pas très riche, c'est pas très intéressant. Voilà, parce que du coup, comme Geoffrey l'a déjà évoqué, on a intérêt à utiliser les trois strates de végétation, les arbres, les arbustes et les herbacées, de façon à avoir quelque chose de plus riche et de diversifié. Et du coup, derrière, ça va permettre, eh bien, en même temps, d'avoir ce triptyque au sol végétal qui va nous rendre énormément de services qu'on sous-estime très fortement, d'autant plus que ce n'est pas appris dans les formations initiales de l'ensemble des agents qui travaillent en ville. Voilà. Et ça va jusque l'amélioration du cadre de vie, et y compris la santé publique, puisque le végétal va être aussi un acteur d'assainissement de l'air, en particulier par une captation de ce qu'on appelle les PM2,5 et 10 notamment. Voilà. Et puis en plus, c'est économique. Voilà. Je pense que ça, c'est un point absolument essentiel dans les interventions que nous faisons auprès des élus, notamment. On met en avant bien sûr tous les avantages écosystémiques, mais pour les convaincre, il y en a deux qui sont encore plus forts que cela. C'est les deux principaux finalement qu'on met en avant. C'est un, ça coûte moins cher, et deux, ça permet de produire et de faire en sorte qu'on ait de l'eau potable au robinet des habitants. Et ça, les élus y sont très sensibles. Voilà. À titre indicatif, 2022 a été la première année où l'ensemble des départements de France ont été au minimum en vigilance sécheresse, avec des restrictions d'usage de l'eau. Voilà. Et ça a frappé les esprits. Malheureusement, 2024 est venu un peu, si je peux me permettre l'expression, noyer un petit peu tout cela avec une pluviométrie très abondante. Voilà, mais on voit aussi que les cycles donc, entre sécheresse et inondation se rapprochent de plus en plus. Et il est de plus en plus difficile d'expliquer à la population que c'est pas parce qu'il vient de pleuvoir qu'il y a de l'eau au robinet. Les nappes phréatiques ne se rechargent pas à la même vitesse. Voilà. Alors, avec tout cela, eh bien, finalement, on se rend compte que quand on vise la gestion des eaux pluviales, on rend d'autres services. Voilà. Et notamment, quand on utilise le sol et sa végétalisation, eh bien, on va aussi stocker du carbone. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Et donc, finalement, quand on se préoccupe de l'eau, quand on se préoccupe du végétal, on s'occupe également du climat et du stockage de carbone. Voilà. Si on avait 4% de matière organique dans les sols partout dans le monde, on aurait stocké l'équivalent de nos gaz à effet de serre. Voilà. On sait cela, on a les solutions, mais malheureusement, on ne les met pas en pratique pour des questions de répartition de responsabilité. Chacun regarde midi à sa porte et oublie que midi à sa porte, c'est aussi midi chez les autres. Alors pour y arriver, eh bien évidemment, on a besoin de tout le monde, comme Geoffrey l'a bien expliqué. Il faut d'abord un portage politique fort, il faut que ce soit une politique d'un territoire, donc déclinée, mais aussi portée par ses élus. Sauf que les élus ne sont pas présents sur tous les dossiers au quotidien, et donc il faut une animation interne. C'est la raison pour laquelle Adopta, avec d'autres structures, nous avons créé un réseau francophone des animateurs territoriaux eau pluviale qui aujourd'hui est fort de 250 personnes y adhérents. Et puis après, on a eh bien, des animations externes, comme l'Adopta le fait avec d'autres structures. Nous ne sommes pas très nombreux, mais nous sommes quand même plusieurs, de façon à accompagner ces changements, à apporter de la connaissance technique, de relayer les informations, etc., mais aussi des formations. Parce que désormais, les eaux pluviales sont au centre de toutes les préoccupations et de toutes les actions, comme Geoffrey l'a bien expliqué, comme beaucoup d'autres problématiques également, mais voilà, et ça concerne tout le monde. Donc la voirie, les espaces verts, le service d'eau potable, la planification, l'assainissement, l'urbanisme, bien évidemment, et puis sans oublier un service particulier qui est la communication. On a eu de cesse de cacher l'eau dans la ville, et là, désormais, on va la remettre en scène, on va la remettre en surface. Et donc, il faut bien expliquer que quand il y a de l'eau en surface, c'est normal, c'est pas un dysfonctionnement, c'est pas une inondation.
Voilà. Alors, comment on va procéder? Eh bien, comme on a cherché jusqu'à présent à évacuer les eaux pluviales, on a utilisé la voirie et les caniveaux, les bordures, pour ramener cette eau dans un avaloir, une bouche d'égout, pour faire rentrer cette eau dans une tuyauterie qui est sous la voirie pour l'évacuer hors de la ville. Et comme on met une bordure, eh bien, vous l'aurez remarqué en ville, tous les espaces verts sont plus hauts que les voiries pour ces raisons-là. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va faire l'inverse. On va, puisque là, on ne cherche plus à évacuer les eaux hors de la ville, mais on sert à les garder, eh bien, on va faire en sorte que les espaces végétalisés soient légèrement plus bas que la voirie, si tant est qu'on la laisse encore imperméable. Et puis, on va penter cette voirie vers l'espace végétalisé. Et puis, du coup, la gestion des eaux pluviales coûte 0 €. Voilà. Et du coup, ça devient une ressource et non plus un déchet. Voilà. Donc, on enlève les bordures et on fait en sorte que tout ça s'écoule en surface. Alors tout cela, ça se décline dans une boîte à outils désormais qu'on a classée en 3 catégories, en mettant d'abord et avant tout en premier lieu les solutions fondées sur la nature, avec toutes les solutions qui ont déjà un petit peu évoqué, mais voilà, on comprend bien, voilà, eau, sol, végétal, ça fait très bon, ce triptyque fait très bon ménage. On va en trouver les noues, les espaces verts inondables, les jardins de pluie, etc. Et la végétalisation des toitures comme des façades qui peuvent bien évidemment rendre un service. Et puis ensuite, comme on ne peut pas végétaliser 100% de la ville, eh bien on utilisera les revêtements perméables. Il en existe aujourd'hui une gamme extrêmement large et extrêmement performante. On est capable d'avoir des revêtements qui permettent de faire passer le camion de 40 tonnes. Voilà. Mais la ville a aussi un certain nombre de contraintes qui font qu'on va utiliser aussi d'autres solutions plus techniques qu'on appelle les solutions grises ou les solutions enterrées, dans lesquelles, Geoffrey l'a déjà évoqué, on peut parler de la structure réservoir, les chaussées. On a besoin de voiries, on a besoin de routes, on a besoin de parking, on a besoin de piétonniers, on a besoin de pistes cyclables. Tout ça peut être fait en revêtement perméable, mais aussi en structure réservoir. Et in fine, si on n'a pas d'autre solution, les bassins qui vont permettre de stocker et de gérer ensuite cette eau. Voilà. Alors, les revêtements perméables, eh bien, ils sont nombreux. Alors, je ne vais pas rentrer tous dans les détails parce que sinon, on y passerait 3 jours si vous avez le temps. Mais voilà, c'est ces 3 catégories de solutions qui sont utilisées par ordre de priorité et très souvent, c'est un mixte de ces 3 sortes de solutions ou catégories de solutions qu'on va utiliser dans un projet. Voilà. Les solutions fondées sur la nature, eh bien, comme je le disais, l'ANOU, c'est d'abord et avant tout un espace végétalisé creux. Voilà. Euh, et on peut et on doit végétaliser densément cet espace végétalisé. Donc, ce n'est pas que de la pelouse, hein. Malheureusement, beaucoup considèrent encore que c'est comme avant, on ne fait que de la pelouse. C'est pas très riche. La pelouse, son inconvénient, c'est que ça ne présente que 5 à 10 centimètres de racines. Et quand on met de la pelouse sur de l'argile, c'est pas très efficace en termes d'amélioration de la perméabilité. Alors parfois, on va rajouter à ces espaces végétalisés en creux une tranchée d'infiltration pour augmenter ses capacités, mais aussi pour d'autres raisons techniques. Parfois, et je prendrai l'exemple de la photo que vous avez en haut à droite, et vous voyez que les bâtiments d'activité économique, qui sont du commerce, on ne voit pas de descente d'eau à l'extérieur du bâti. Eh bien, ces descentes d'eau, elles sont à l'intérieur et donc elles sortent du bâti en dessous de la dalle du bâtiment. Eh bien, dans cet aménagement que vous voyez là, il y a une tranchée d'infiltration sous l'espace végétalisé et vous ne voyez à peine que c'est une noue parce qu'on n'a pas besoin que ce soit très profond compte tenu de ses dimensionnements et de l'organisation. Et les descentes d'eau sont raccordées sur la tranchée d'infiltration qui ensuite met la noue en charge pour les événements les plus importants. Voilà, vous voyez tout un panel de solutions qui font donc appel à ces noues, ces espaces végétalisés en creux et qui donnent des ambiances tout à fait différentes en fonction de ce qu'on souhaite finalement obtenir en ville. Parfois, pour faire de la déconnexion de bâtiments, c'est parfois simple.
on voit ici que les descentes d'eau, ben, on les déconnecte, on les coupe, plutôt que de les relayer au tuyau qu'il envoyait loin hors de la ville. Et bien là, on va laisser l'eau s'écouler en surface pour rejoindre un espace vert ici qui est à proximité. Et puis on le creuse un tout petit peu pour créer de la réserve. Et puis vous voyez que le cas échéant, on rajoute un trop-plein pour sécuriser les techniciens qui ont toujours un peu peur que malgré tout, ça ne fonctionne pas tout à fait correctement ou au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Le jardin de pluie, eh bien, c'est une déclinaison de la noue qui va être un ouvrage plus ponctuel avec une géométrie extrêmement diverse. Et là aussi, on va végétaliser très densément. La photo que vous voyez à gauche, c'est le jardin de pluie qui a été créé sur notre espace de démonstration, notre showroom. Et vous avez même des plants d'artichauts qui sont dedans. Voilà, donc on a vraiment une diversité végétale extrêmement importante. En dehors de cela, on peut aussi décliner ça en jardin de pluie, en plan d'eau, hein, donc, où on va utiliser le marnage, donc l'augmentation du niveau de l'eau dans cette partie-là. Et si c'est une mare, c'est parce qu'on a étanché une partie pour avoir une biodiversité plus importante. Voilà. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions. Les espaces verts inondables vont être un complément, comme leur nom l'indique, c'est pour gérer un excédent d'eau qu'on n'aura pas su gérer localement. Et donc des espaces conçus pour cela vont permettre de prendre en charge cet excédent qui aura donc à un moment donné circulé en ville et rejoint cet espace qui l'aura un peu concentré. On peut végétaliser les toitures, Geoffrey l'a dit, et c'est hyper important puisque la ville est composée de 30% de toitures en moyenne, bien sûr selon le type d'urbanisation, mais en moyenne c'est 30%. Et on peut végétaliser, y compris les toitures qui ont de la pente. Hein. Je rappellerai que ce n'est pas nouveau puisque au Moyen Âge, on végétalisait les poudrières lesquelles étaient faites avec une forme de voûte. Et donc on voit que sans disposer de la technicité qu'on a aujourd'hui, nos anciens savaient aussi végétaliser des toitures. Et l'avantage de la végétalisation des toitures, c'est que ça va permettre de gérer au moins une partie de l'eau sur la toiture. Parfois, on est capable, avec de la technicité supplémentaire, d'aller à une gestion à 100% de l'eau de pluie qui tombe sur la toiture. Voilà, trois types de végétalisation de toiture, extensif jusque de l'intensif. L'intensif, c'est y compris des arbres sur le toit. Et ça va permettre de stocker, de ralentir l'eau, d'en évapotranspirer une partie par le biais du fonctionnement de la végétation, et puis parfois d'en stocker une partie en dessous de la partie végétalisée pour eh bien, augmenter cette capacité de stockage et de gestion par la toiture. On peut bien évidemment cumuler production d'énergie renouvelable et végétalisation. On a même intérêt à le faire puisque par temps de canicule, le photovoltaïque perd en production d'énergie et le fait de végétaliser en dessous va rafraîchir l'atmosphère et donc réduire cette perte d'efficacité. Vous avez des apporteurs de solutions aujourd'hui qui garantissent plus 10% de production d'énergie renouvelable sur l'année, en période estivale, pardon, quand il y a une végétalisation combinée. Voilà quelques photos pour vous montrer que c'est tout à fait pérenne, que ça permet véritablement d'améliorer la performance et la pérennité de la toiture, puisque la végétalisation supprime le choc thermique qui fait vieillir prématurément les toitures et son étanchéité. Et puis les arbres, on l'a dit, Geoffrey l'a dit, les arbres manquent d'eau. Eh bien, on peut, y compris sur les arbres existants, quand ce sont des nouveaux, on va intégrer cette problématique dès le départ de la plantation, mais sur les arbres existants, eh bien, on peut améliorer leur existence et leur végétation, leur développement, pardon, en leur apportant l'eau qu'on évacuait précédemment. Voilà, ça c'est une expérimentation qui a été faite à Lyon
On appelle ça donc les arbres de pluie. Combine l'eau et le végétal. Là, il s'est agi simplement de couper la bordure qui évacuait les eaux pluviales vers l'avaloir un petit peu plus loin, avec une tranchée d'infiltration complémentaire qui permet donc de stocker, de diffuser l'eau dans le sol et en faire bénéficier le végétal. Ce qui est intéressant dans cette réalisation sur la région lyonnaise, c'est qu'ils ont instrumenté cette réalisation et ils ont pu démontrer que, contrairement à ce qu'ils envisageaient, ils envisageaient de gérer des pluies jusqu'à 20 mm de pluviométrie. Eh bien, sur 4 ans, en fait, ils ont géré 97% de la pluie sur 4 ans. Donc, bien plus que prévu. Et élément aussi tout à fait complémentaire, ils ont mesuré la croissance de l'arbre par rapport à des arbres qui bénéficiaient pas du même système. Eh bien, les arbres qui bénéficiaient plus d'eau ont connu une croissance de 0,8 mm de plus par an. Donc on voit que en ville, les arbres, eh bien, manquent d'eau, souffrent et on en a besoin. Et je rappellerai que l'eau pour le végétal, c'est très important, puisque en fait, c'est son moteur. L'eau, l'évapotranspiration, ce n'est pas pour nous faire plaisir et pour rafraîchir la ville qu'il le fait. Il le fait, l'évapotranspiration permet voilà, de créer un appel de la sève et permet à la sève de monter dans le végétal. Donc c'est une nécessité pour la croissance de l'arbre, et donc du coup c'est un bénéfice pour nous du fait simplement de la vie normale de l'arbre et du végétal. Et puis pourquoi mettre une limite franche entre le minéral et le végétal? Vous le voyez ici, on est à Niort, eh bien il y a une progressivité dans l'espace urbain désormais, avec des espaces aussi beaucoup plus conséquents pour la fosse d'arbres que précédemment. Mais on ne peut pas végétaliser toute la ville et donc on va complémenter avec des revêtements perméables qui du coup vont permettre de remettre de l'eau dans le sol, de l'eau de pluie dans le sol et qui pourra être utilisée par le végétal qui est à proximité et aussi une partie qui permettra de migrer plus profondément et recharger les nappes phréatiques. Petite ou très importante information à vous livrer. J'intervenais dans un atelier déchets il y a quelque temps pour une association environnementale et je devais parler d'eau pluviale. Eh bien, j'ai évoqué 4 nombres. Le premier, c'est la quantité de déchets ménagers générés par nos activités humaines. Eh bien, c'est 41 millions de tonnes par an. Les déchets produits par l'activité du bâtiment et des travaux publics, c'est 227 millions de tonnes par an. Et la quantité d'eau pluviale qui tombe en ville, mais uniquement sur les zones imperméables de la ville, eh bien, ce n'est pas en millions de tonnes ou de mètres cubes, c'est en milliards de tonnes. C'est 30 à 40 milliards de tonnes ou de mètres cubes uniquement sur les zones imperméables de nos zones urbaines. Et ces 30 à 40 milliards sont en comparé à nos besoins en eau potable hors centrale nucléaire et hors irrigation agricole, qui n'est que de 25% de ce volume. C'est là qu'on se rend compte qu'on a bien une problématique de conception de la ville et de gestion de l'eau et qu'on peut combiner les deux pour répondre à des besoins en eau. Voilà. Dans les revêtements perméables, 3 catégories. Donc, des systèmes alvéolaires qu'on remplit de matériaux différents, végétalisés ou minéraux. Les pavés qui vont être perméables par eux-mêmes ou par leurs joints. Et puis un certain nombre de solutions qu'on appelle des revêtements liés, dans lesquels vous avez l'enrobé classique, enfin, voilà, qui peut lui être perméable. Voilà, on parle de bitume, voilà, d'enrobé poreux, de béton poreux, de résine poreuse, etc. Et cela avec des performances tout à fait mécaniques, des performances mécaniques tout à fait avérées. Et puis les mélanges terre-pierre qui peuvent aussi être une solution qui va permettre là aussi de végétaliser. Alors très rapidement, parce que le temps passe,
Voilà, on peut garnir tous ces revêtements alvéolaires de façon différente, encore une fois, végétalisés ou pas, selon les envies et le rendu qu'on attend de la ville. Voilà. Les pavés drainants, donc là on voit ici, bien évidemment, ce sont les joints qui vont permettre à l'eau de rentrer dans le sol, mais bien sûr, il faut une capacité de stockage parce que le sol n'est pas capable d'infiltrer la totalité de la pluie le temps de la pluie. Et donc on va utiliser la structure qui permet de porter le revêtement et faire face aux charges roulantes, cette structure qui va devenir une structure stockante. Voilà. Et donc, ça va faire un tamponnement de l'eau et lui permettre de gagner du temps pour s'infiltrer jusqu'à la pluie suivante. Les résines drainantes, même chose, donc on a bien une structure porteuse que l'on modifie par rapport aux techniques classiques pour en même temps en faire une capacité de stockage et de tamponnement. Le puits d'infiltration dans les solutions plus dites enterrées, qui va permettre, on parle bien de puits d'infiltration, pas de puits perdu. Voilà, on n'y met pas n'importe quoi, on n'y met que de l'eau. Et dès lors qu'on va être dans des solutions dites enterrées, on va se préoccuper de la qualité de l'eau en amont avant de ne plus avoir accès à cette eau et cette qualité. Et donc, vous voyez à gauche un petit ouvrage de pré-traitement qui va permettre de garantir la qualité de l'eau qu'on infiltre. Je passe rapidement, si vous avez des questions, on pourra y revenir après. Les structures réservoirs, donc, qui vont s'appliquer pour les voiries, pour les parkings, pour les trottoirs, pour les pistes cyclables. Alors, on a besoin de voiries, et bien la multifonctionnalité de l'espace va en faire, en plus de leur espace de circulation, un espace de gestion des eaux pluviales. Et c'est la structure même de la voirie. On ne rajoute pas quelque chose en dessous de la voirie. On transforme la manière de faire habituelle de cette voirie pour lui donner cette fonction supplémentaire, celle d'être un ouvrage de stockage de l'eau, avec des revêtements perméables dans cette solution-là, ou des solutions imperméables en surface, auquel cas on va utiliser ce qu'on appelle la bouche d'injection pour injecter l'eau dans le corps de la chaussée et en faire le bassin tampon. Voilà. Euh, Point important, et Geoffrey l'a déjà évoqué, mais toutes ces solutions qui nous permettent de faire en même temps une fonction première et une fonction hydraulique supplémentaire, eh bien, génèrent des économies financières très, très importantes pour les territoires. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment super important d'avoir cela en tête. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous laisser du temps et de réaction et de poser des questions. Bien évidemment, on est là avec Geoffrey à votre disposition pour ça. Merci beaucoup, Geoffrey et Jean-Jacques. Je vais mettre fin à l'enregistrement de la vidéo.